il est 8h33 à la revue de presse. Boum, avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Oui, boum. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors il y a ceux qu'on prolonge, il y a ceux qui veulent se prolonger, puis il y a ceux qu'on voudrait bien éliminer. Alors pour ceux qu'on prolonge, c'est en une du Parisien. Il remonte sur scène. Oui, Claude François en hologramme, et il y aura même Dalida et Sacha Distel, ça fait envie. Alors ceux qui veulent prolonger le mouvement sont en une du Monde. Nuit debout, la gauche des indignés contre le PS. Et pour ceux qu'on voudrait bien éliminer quand même, le Figaro. Frappé à la tête, l'État islamique recule. Et puis l'opinion décide de s'en prendre aux dégâts de la méthode royale, une charge contre le sentiment d'impunité des politiques qui se moquent de la culture, du résultat. On commence avec les fameux Molenbeek à la française. Et oui, et ça c'est la une tonitruante de Libération. Saint-Denis, Lunel, Roubaix, contre-enquête sur les Molenbeek français. Une ode au multiculturalisme apaisé que le quotidien veut opposer à ce qu'il appelle les caricatures. Sauf qu'à lire les reportages censés nous rassurer sur le vivre ensemble, on est comme pris d'un doute. Et c'est finalement l'ancien directeur général adjoint des services à la mairie de Roubaix qui résume le mieux les deux combats à mener, deux combats séparés, dit-il. Il faut lutter contre le salafisme parce qu'il enferme une communauté à l'écart des autres, mais il ne conduit pas mécaniquement au djihadisme, qui est un processus sectaire. Alors il y a les reportages, cette réalité que décrivent les journalistes de Libération en semblant surtout ne pas vouloir voir ce qu'ils voient. Et puis il y a l'analyse, elle est dans le Figaro. Une page entière de bonnes feuilles du livre de Mathieu Bock-Côté, sociologue québécois, qui décrypte l'imposition du multiculturalisme comme nouvelle religion politique et dont le Canada, dit-il, est un laboratoire. Il évoque le concept de domination théorisé par Michel Foucault comme base intellectuelle d'une idéologie visant à défendre systématiquement les droits des minorités quelles qu'elles soient. Il parle de l'obsession du respect, devenue une sorte de reformulation postmoderne de la censure. Le but, réformer la majorité pour l'amener à consentir à ce nouveau monde où elle ne sera plus qu'une communauté. Il faudrait donc, dit-il, pour éviter de blesser les nouveaux venus, dissoudre la culture dans une forme d'indétermination historique, la nation se réduisant désormais à un pacte juridique. Le résultat, lui, il est dans Libération. Alors vous évoquiez Saint-Denis, il est beaucoup question de la Seine-Saint-Denis ce matin. Mais oui, pas seulement dans Libération. Alors il faut lire absolument l'enquête des Échos sur l'économie souterraine en Seine-Saint-Denis, ou plutôt une économie qui n'est plus du tout souterraine, un secteur d'activité à part entière. La plupart des jeunes que nous jugeons ne voient pas où est le problème de vendre de la drogue, constate un magistrat. Tout le monde ferme les yeux. Les bailleurs sociaux qui acceptent parfois 30 000 € en liquide pour retard de loyer. Les États du Maghreb où file une grande partie de l'argent. La division des affaires criminelles et de la lutte contre la délinquance organisée estime à 1 milliard d'euros le chiffre d'affaires annuel de la drogue rien que dans le 9-3, la moitié du budget du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et 2 fois le total du RSA. Alors casser les trafics serait une urgence. Encore faudrait-il offrir du travail, des moyens de subsistance à tous ceux que la drogue fait vivre. Il était l'invité du 20h de France de hier soir où franchement il n'a pas fait de déclaration fracassante. Revoilà encore Emmanuel Macron. Oui, mais alors justement on est très très loin de ces réalités et la presse continue de commenter ce lancement de la nouvelle machine politique. Alors l'article qu'il faut lire, uniquement celui-là, c'est l'article du Parisien sur Emmanuel Macron et ses amis communicants. On y parle de mettre en valeur le produit, on y apprend que Macron est un game changer, c'est-à-dire qu'il change les règles du jeu. Bref, on fait de la pub comme pour un produit alimentaire. Tout ça, bien sûr, pour renouveler la politique. Et puis l'autre sujet dont on parle beaucoup, c'est le fameux mouvement Nuit debout. Oui, et ceux-là aussi veulent renouveler la politique, mais certains commencent à afficher leur scepticisme. Fédérateur parce que flou, juge François Ernenwein dans La Croix. Enivré de ces utopies qui lui valent un certain écho, le mouvement éclaterait à coup sûr s'il était plus précis. La seule explication à cette effervescence, estime Sébastien Lacroix dans l'Union, tient à l'innocuité du mouvement, d'où la bienveillance de la sphère politique, incapable de gérer l'ingérable. Alors l'innocuité, elle est décrite dans Le Monde, qui évoque le risque de l'entre-soi, et elle est illustrée dans Libération. C'est un reportage sur place avec cet homme aux cheveux gris qui tente... Il n'y a pas que des vilains capitalistes, mais aussi des gens qui travaillent. Les premiers employeurs de France sont les commerçants et artisans, et qui s'entend répondre par un jeune occupant de la République. Les artisans sont des capitalistes. Eh oui, c'est mal. L'histoire de France montre pourtant que les révolutions n'existent que quand se rejoignent les colères, celles des ouvriers, celles des paysans, celles des travailleurs indépendants. Le sectarisme, c'est la meilleure protection contre les changements.
Allez, une belle histoire et un gros cadeau après. Mais oui, parce que ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas que des méchants capitalistes. Le Parisien revient sur cette histoire d'un patron, un patron américain, ça vaut le coup de le préciser parce que ça change tout. Henry Engelhardt, qui a décidé, avant de quitter son poste de PDG, d'offrir 9 millions d'euros à ses 8000 employés dans le monde entier. Alors, il est aujourd'hui en France pour sa petite tournée d'adieu. Et surtout, ce qui est intéressant, que disent ces 4 enfants de ce don ? Ils ont salué notre choix, dit-il. Chacun veut se faire un nom en dehors de l'argent de papa-maman. Le don, c'est aussi une leçon de vie. On termine avec une question, Natacha. Mais oui, il est comment le vôtre ? Si je savais de quoi vous parlez. Frigo avec ses vieilleries qui livide. s'entassent, ou alors nickel avec les boîtes rangées façon maniaque, vous voyez, par taille. Ah. Et oui, le monde nous explique. Je suis sûr que Julie, elle classe ses yaourts hyper soigneusement dans son frigo, non ? Ça dépend. Pas vraiment. Alors, il y a un article très drôle dans Le Monde sur la façon dont notre frigo révèle notre psychologie, nos petites névroses. Vous savez, ceux qui n'y entassent que des bouteilles d'eau et des canettes de soda, ceux qui y mettent les horreurs de l'agroalimentaire avec conditionnement multicolore qui aguiche les enfants, ceux qui gardent tout dans des petites boîtes, vous savez, les restes de sauce, les restes de plats, etc., ou qui consomment leur yaourt périmé. Et puis, le mieux, il y a le frigo partagé des colocations et des entreprises. Et là, nous explique un spécialiste de la consommation, il y a, je cite, un enjeu territorial très fort. Oui. En particulier, d'ailleurs, pour la contre-porte et le bac à légumes, parce qu'en général, ils sont mis en commun, ce sont donc des no man's land. Alors, à Europe 1, je signale, il y a un panneau sur le frigo demandant d'éviter les produits trop odorants. Voilà. Il y a quelques bactéries. Mais oui, quand on voit comme il est difficile de gérer un frigo commun, on se dit qu'il va falloir vraiment beaucoup d'ouverture d'esprit pour refonder la République. Bon, je suis sûr qu'il y a encore des côtes de bœuf vivantes dans votre frigo, non ? Oui, vivante. La bonne vivante, Il en veut à nos frigos, Natacha ce matin. Polony. Et la revue de presse est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, À Natacha. demain.